Bonjour, bon lundi à tous, madame, monsieur, bon début de semaine. C'est donc la première édition de la revue de grande une de la semaine avec la presse disponible en kiosque ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir la nouvelle expression qui parle de Cameroun diaspora, le chemin escarpé de la réconciliation, c'est le titre proposé par le journal. Alors qu'une lueur d'espoir, de paix entre le Cameroun et une bonne partie de ses fils de l'étranger pointait avec la création de ce réseau de parlementaires chargés de la diaspora, la manifestation de Bruxelles suscite encore beaucoup d'interrogations. Tout cela en page 2 du journal La Nouvelle Expression qui parle également des mairies de Douala, à l'épreuve des marchés, la gestion des équipements publics marchands dans la métropole économique semble avoir pris donc un autre visage. Évocation à lire dans le journal en page 4 de ce numéro disponible en kiosque ce matin. Le journal s'intéresse également à l'actualité, notamment dans les universités, à l'université de Yaoundé 1, les 4 milliards de francs CFA de la discorde à lire dans le journal. Famen Ndongo, ministre de l'enseignement supérieur, est accusé de s'immiscer dans les marchés publics de la mère des universités. C'est à lire en page 3 du journal ce matin. Et on parle également du Covid-19. Prouesse d'un Camerounais, professeur Christian Rapi, a développé un test de dépistage rapide contre le virus certifié par la Food and Drug Administration américaine. C'est donc l'instance supérieure qui s'occupe aussi de la santé à travers le monde. C'est en page 6 du journal ce matin. Vous aurez l'occasion de lire la nouvelle expression. Le journal Le Messager, pour sa part, parle notamment d'expropriation foncière. Le scandale de Marcel Nyadifendi, à lire dans le journal ce matin. Usant de tous ses attributs, le président du Sénat, aujourd'hui âgé de 86 ans, veut vous accaparer toutes les terres de la ville de Banganté. C'est en page 5 du journal. Le même journal parle également de la mairie de Douala avec les élites, les défis qui interpellent Dine Djogo, qui est dans le journal en page 4 ce matin. Et puis on parle aussi de l'université de Yaoundé 1, les marchés illicites de Jacques Famen Ndongo, enquête au centre d'excellence africaine en technologie de l'information et de la communication. C'est en page 7 du journal, disponible en kiosque ce matin, c'est le Messager. Et puis le jeune enquêteur de ce jour parle d'abus de pouvoir, coups et blessures, avec le maire de Djibombari, traîné donc en justice. Qu'est-ce qui est reproché à ces derniers? En tout cas, il lui a reproché des tentations d'extorsion de fonds, violation même de domicile, coups et blessures volontaires, agression physique et verbale. Tout cela dans le journal ce matin, dans le dossier de la page 6 à la page 8. Le même journal parle également d'une affaire qui a connu un dénouement. Il s'agit d'un foncier, de l'affaire foncière de Bomonoba Mengue, avec les populations qui disent merci à Chief John Gouté. C'est le premier ministre de CELI également en page 4 et 5 du journal. Le journal a d'autres informations que je vous invite à parcourir ce jour. Et puis, entrepreneurs s'intéressent également à la construction, matériaux de construction, avec également les prix, l'inflation qui a augmenté. On voit bien que tout est parti 250% selon les prix observés sur le marché. Et bien entendu, quelques entreprises et même des magasins qui ont été scellés à la suite de l'opération menée. Et le journal a mené dans son enquête et s'est rendu compte qu'il y a l'inflation qui prend de l'ampleur sur le terrain depuis quelques mois seulement. C'est à lire dans le dossier proposé par le journal Entrepreneur, qui s'intéresse également à la Cameco avec la privatisation sur la table de John Gouté. C'est le premier ministre. C'est à lire en page 5. On s'intéresse aussi à la décentralisation, conflit d'intérêts entre l'administration et bien entendu les communes. C'est en page 12 du journal Entrepreneur, disponible en kiosque ce matin également. Toujours dans la presse, vous aurez l'occasion de parcourir le journal Mutation qui parle de Malachi Manaouda, Jean-Michel Nitieux. Donc le duel Covid, c'est le journal qui propose également le titre ce matin pour dire simplement qu'il s'agit là du député social-démocratique Front qui estime que la gestion de la pandémie du coronavirus au Cameroun est donc marquée par des surfacturations, des collisions et bien entendu des conflits d'intérêts. Vendredi dernier, le ministre de la Santé publique a tenu à lui répondre, donc point par point, c'est à lire en page 7 du journal. Le même journal qui parle également de relance de la Cameco, un air de dilatoire, c'est ce que le journal propose en page 14, de mutation ce matin. Et puis émergence parle du nord-ouest et du sud-ouest et parle d'incursion dans le business, de kidnapping. Depuis 2017, donc, des centaines de personnes ont été donc enlevées. Les victimes se lâchent finalement. Ce que génèrent ces raps, et aujourd'hui, c'est à lire en page 5 du journal. Le même journal parle des Cameco avec la privatisation de tous les dangers. C'est le journal qui propose tout cela en page 7 ce matin. Le journal a également d'autres informations à lire si vous faites un tour en kiosque, tout comme le journal Intégration qui parle de Cameroun. Bir, l'armée, c'est moi, c'est le journal qui propose. Et on parle également de la frontière Cameroun, Guinée équatoriale, et Gabon et Guinée
équatoriale, la prison des hommes libres. C'est le journal qui propose également cet autre sujet et d'autres informations à lire dans le numéro intégration disponible en kiosque ce matin. L'Œil du Sahel parle du comité de vigilance Boko Haram, enquête sur les accusations de Human Rights Watch, avec donc cette enquête qui propose aujourd'hui tout un dossier sur les exactions observées sur le terrain de la guerre, de la crise, donc dans le septentrion, notamment dans le septentrion justement avec quelques cas relevés par le journal. Ce matin, le journal parle également de la crise en République centrafricaine, un flux donc de réfugiés centrafricains dans le Mbéré, et donc à lire dans le journal. Et puis toujours dans la presse, le quotidien Le Jour parle de politique, le mouvement 10 millions de nordistes, donc pour quoi faire? C'est une question lancée le 27 juin 2020. Cette plateforme initiée par Guibaï Gatama est donc l'objet de critiques acerbes de certaines élites et bien entendu acteurs politiques. Portrait du promoteur à découvrir dans le journal ce matin. Le même journal parle également de l'élection régionale, la mise en garde du professeur Maurice Kamto au gouvernement. C'est en page 2 du journal, le quotidien Le Jour de ce jour. Et puis le soir hebdomadaire parle de la lutte contre le Covid-19. Malachi Malaouda, porté en triomphe à Ebolova. C'est ce que le journal propose. D'autres informations aussi dans le numéro disponible ce matin. Puis Cameroun Tribune parle de mise en œuvre du Code général de la décentralisation, l'éclairage du gouvernement. C'est à lire dans le dossier de la page 4 à la page 5. Le même journal parle également du baccalauréat de l'enseignement supérieur, le baccalauréat de l'enseignement général, parle bien sûr de près de 120 000 candidats en lice. C'est le dossier proposé par le journal également ce matin. Toujours dans la presse, vous aurez également l'occasion de lire le journal économique qui parle donc de Covid-19, réouverture des frontières sous conditions. C'est à lire dans le numéro de ce matin. On parle bien sûr de ces préalables qui étaient donc à l'ordre du jour de la réunion du comité interministériel sur l'évaluation de la mise en œuvre donc de la stratégie gouvernementale pour voir comment faire pour lancer ou la réouverture des frontières au niveau du Cameroun. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal. L'économie de ce matin, toujours dans la presse, il y a le Popoli qui parle de plan triennal de 1000 milliards. Popol, roulé donc par ses ministrants, c'est le journal qui propose avec des caricatures qui présentent justement le président de la République et quelques membres du gouvernement qui discutent, qui parlent justement de la situation en ce moment. Qu'est-ce qui n'a pas marché véritablement? Le dossier est donc à lire dans le journal satirique. Et puis le journal L'Équation parle également d'expropriation foncière des populations à Banganté. Le roi s'oppose aux manœuvres du président du Sénat. C'est à découvrir dans le journal ce matin. Voilà ce que la presse reçue à notre rédaction nous propose ce premier jour de la semaine avec déjà nos invités sur ce plateau. Bernard Batana, bonjour et bienvenue. Good morning, Northwest. Good morning, Southwest. Thanks God, today is another day. Bonjour Flavien, bonjour à mon copanéliste, le rédacteur en chef du journal Entrepreneur, dont j'ai le plaisir d'être avec lui aujourd'hui. Bonjour à tous les téléspectateurs de la revue de Grande Une. Merci d'être là. C'est un plaisir d'être là pour parler des choses de la cité. Voilà, les choses de la cité se trouvent dans les tabloïds de ce jour. Et là, nous accueillons Brice Ngolzok. Bonjour. Bonjour Flavien. Et bienvenue, vous êtes journaliste économique, ça il faut le rappeler également. Et vous travaillez pour le journal Entrepreneur. Merci d'être là ce matin. On va parler de ce que la presse propose, surtout donc avec le chemin escarpé de la réconciliation, avec le journal La Nouvelle Expression, vous l'avez parcouru. Oui, quand on parle du chemin escarpé, moi je voudrais d'abord aussi saluer tous les spectateurs qui sont bien évidemment toujours à vos côtés pour pouvoir accompagner la Grande Une, et c'est un plaisir d'être une fois de plus sur ce plateau. Quand on parle de chemin escarpé, vous l'avez bien dit, c'est un chemin véritablement qui est mis en place pour la réconciliation dans le cadre de la diaspora et du Cameroun aujourd'hui. Cameroun et la diaspora, on se rappelle encore, on se souvient que la semaine dernière, il y a une sortie des parlementaires qui sont allés encore sur le terrain pour parler de cette gestion qui se fait aujourd'hui au Cameroun, la gestion qu'ils considèrent comme étant opaque, et ils ont marché, ils se sont rendus dans les rues de Bruxelles et dans d'autres zones pour permettre très certainement de comprendre quelle est la grogne qu'il y a aujourd'hui au niveau de la diaspora, pour comprendre notamment et bien évidemment ce qui doit être fait pour permettre d'améliorer les conditions. Là, on est encore dans un processus de réconciliation, comme l'a si bien dit la Nouvelle Expression, qui devrait aller de façon
façon progressive et qui permettrait très certainement que non seulement la gestion qui est faite au Cameroun permette aussi à la diaspora. C'est une ouverture pour le débat, une ouverture pour permettre très certainement aux fils camerounais, aux enfants et fils camerounais de permettre certainement d'avoir quelque chose de plus cohérent, de plus cohésif. Justement, on parle de cette lueur d'espoir, de paix entre le Cameroun et notamment une bonne partie de la diaspora. Dans ce journal, La Nouvelle Expression, l'article proposé vise un peu à aller dans le même sens, évoqué par Brice tout à l'heure. Mais seulement, on a observé qu'il y a eu des manifestations à Bruxelles, à la suite notamment de cela, alors que lors du grand dialogue national, le sujet avait déjà été évoqué. Alors, le prétexte, c'était la rencontre des chefs d'État et gouverneurs de l'Union européenne à Bruxelles, en Belgique, les 17 et 18 juillet dernier. Alors, les organisations camerounaises de la diaspora se sont invités à cette rencontre. C'est vrai qu'ils ont été empêchés par la police, mais il y a eu des échauffourées. Mais ce qu'ils disent là-bas dans leur récrimination, c'est qu'ils veulent la paix dans nos eaux, qu'ils veulent la libération des prisonniers politiques, qu'ils veulent la transparence dans la gestion de la chose publique au Cameroun, entre autres des récriminations qu'ils ont transmises aux chefs d'État et chefs de gouvernement de l'Union européenne. Voilà. Maintenant, au niveau local, on se souvient que lors du grand dialogue national, on avait donné une place de choix à la diaspora camerounaise. Et il y a même un réseau de parlementaires pour la diaspora. Oui, qui a été Sauf créé que, jusqu'à présent, de façon concrète, on n'a pas vu ces actions sur le terrain. On est juste dans une logique de dire, bon voilà, il y a un réseau de parlementaires pour la diaspora. Concrètement, qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé par exemple la double nationalité pour que nos frères de la diaspora s'impliquent davantage dans la gestion de la chose publique, ce qui n'est pas encore dans les faits. Moi, je pense qu'au-delà des déclarations, au-delà des promesses, il faut qu'on passe à l'action, que les choses... Le réseau venait à peine d'être créé, il faut déjà le rappeler aussi. Quand le réseau est créé, il faut lui donner un cahier de charge et qu'il aille sur le terrain, qu'il pose des actions concrètes pour contenter ceux-là qui pensent qu'ils sont exclus de la chose publique, alors que c'est une force, un potentiel humain très fort que nous avons au niveau de la diaspora. Moi, je pense qu'il faut tenir compte de cette force-là. Ailleurs, la diaspora contribue énormément pour la formation du PIB. Quand on va au Sénégal, au Mali et dans les autres pays, il y a une action bien concrète de la diaspora. Bon, maintenant, au niveau de l'activisme politique, on ne peut pas se défaire de cela. Oui, ça s'accorde justement avec des manifestations politiques qui émaillent l'action de la diaspora. Moi, je pense que pour une économie ou pour une politique ouverte, un pays qui se veut démocratique, on va s'adapter à ce genre de manifestation. Oui. Alors, le journal rappelle quand même, La Nouvelle Expression qui traite de cette question, rappelle que ce n'est pas la première manifestation. On voit bien qu'il y a certains Camerounais qui le font pratiquement au quotidien dans ces villes européennes et que le réseau des parlementaires créés ne vient qu'à peine d'être créé et qu'il a déjà des actions à mener, c'est-à-dire des rencontres avec les autorités camerounaises pour justement aboutir à ce qui intéresse davantage nos frères de la diaspora. Oui, bien évidemment, c'est pour ça que je disais tantôt, Flavien, que c'est un appel au dialogue. On ne doit pas regarder cette manifestation comme étant simplement cette action de répression qui vise à salir l'État du Cameroun. C'est juste un appel au dialogue. C'est pour permettre très certainement à l'État du Cameroun de revenir bien évidemment sur ce que vous avez dit tout à l'heure, le grand dialogue national, les promesses qui ont été tenues. Il faut bien évidemment, quel que soit le nombre d'années ou bien alors la mise en place de ce réseau, bien qu'il soit nouveau, les récriminations sont les mêmes, les revendications sont les mêmes. C'est ce qui est fait depuis des années par la diaspora qui demande, comme bien évidemment mon copanéliste l'a dit, bien évidemment qui demande peut-être la mise en place d'une double nationalité, qu'on sait qu'il est un secret de polichinelle. Beaucoup sont dans ce pays et ont cette double nationalité et en jouissent à plein effort. Il faut bien évidemment tenir compte de cet atout que la diaspora peut apporter à l'économie camerounaise.
Je pense aujourd'hui que c'est au-delà de la vision, au-delà de la manifestation qui a été faite, il faut regarder cet appel au dialogue, cet appel qui est fait par les jeunes de la diaspora pour permettre très certainement d'avoir des meilleures conditions et d'intervenir bien évidemment, comme on l'a si bien rappelé ici, dans les choses de la vie publique. Voilà, donc c'est la nouvelle expression qui parle du chemin escarpé de la réconciliation. C'est le titre proposé par le journal. Vous aurez l'occasion de lire l'article en page 2 ce matin. Le journal parle également de la mairie, puisqu'on a parlé de la gestion des affaires de la cité avec la mairie de Douala. À l'épreuve des marchés, on voit bien qu'il y a une nouvelle équipe qui gère des actions sur le terrain. Donc 100 jours après l'installation, en tout cas de ces derniers, il y a des visages de certains marchés gérés par la mairie de la ville qui commencent à prendre une autre tournure. Oui, moi je pense que généralement en 100 jours, on a juste le temps de la mise en place. Bon, il y a quand même un certain nombre de cahiers de charges qui a été donné à tous les maires de communes de Douala, notamment la transparence dans la gestion, le renforcement, la co-gestion, l'hygiène et la salubrité, la transparence dans la gestion quotidienne des marchés. Et c'est ce qu'on attend, les résultats qu'on attend. Bon, 100 jours après, moi je pense qu'il est assez prématuré de donner un jugement de valeur par rapport à l'action des maires qui à peine ont pris position. Il faut qu'on leur donne au moins le temps de s'installer. On a vu des échauffourées dans les marchés. Et il y a comme une dichotomie entre les gestions des marchés. Mais moi, je pense qu'il faut leur donner du temps. Donner-leur du temps. Il y a un certain nombre, un cahier de charges qu'on leur a donné. Donner-leur du temps pour les juger. Et généralement, le temps économique, c'est 1 an. Le temps économique, c'est 1 an. Le moyen terme, le court terme, c'est 1 année. C'est au terme d'une année qu'on peut donner un jugement de valeur à une action économique. D'accord. Mais ici dans le journal, dans la nouvelle expression, comme dans le quotidien Le Messager, on parle bien sûr de ces défis qui interpellent Dean Adjogo, qui est en charge notamment de la gestion de ces espaces marchands, pour ce qui est des adjoints de la mairie de la ville. Oui, il faut dire ici que c'est juste un point qui a été fait au bout de 100 jours pour Madame Marie Adjogo. Marie Adjogo qui est 4e adjointe à la communauté urbaine de Douala, la communauté. Et là, il faut bien dire que c'est une action qui a été posée et des études qui ont été faites sur 14 marchés pour essayer de relever les défis. Et Madame Adjogo a essayé de travailler là-dessus, a travaillé et aller sur le terrain, à recueillir un certain nombre d'informations et se mettre dans la posture de pouvoir équilibrer, de permettre très certainement au marché de la ville de Douala d'être mieux géré. Et il est envisagé bien évidemment des nominations en termes de régisseurs, en termes de percepteurs et même en termes de médiateurs. Donc c'est un travail qui a été fait, un travail qui a été élaboré en partenariat bien évidemment avec les communes d'arrondissement, mais aussi les commerçants qui travaillent dur là-dessus, qui permettent très certainement d'ouvrir un peu plus ce spectre qui, selon eux, était un peu opaque à l'époque de la gestion du précédent maire de la ville. Mais bien évidemment, délégué du gouvernement, le délégué de la ville, bien évidemment. Voilà. Oui. Et bien évidemment, peut-être pour chuter par là, il faut simplement accompagner cette action et permettre très certainement que celle-ci, comme on l'a si bien précisé, cette action puisse perdurer et permettre très certainement au marché de la ville de Douala d'être mieux géré. Ça a toujours été un moment très chaud de parler des questions de marché, la gestion des marchés, en tout cas dans la ville de Douala. Et à partir de ce qu'on observe aujourd'hui, est-ce qu'on ne va plus entendre des éclats de voix? Oui, généralement, il y a des chasses aux sorcières dans la gestion des marchés. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui circule là-dedans, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas une faisabilité. Bien. Non, moi je pense qu'avec cette étude-là, cette armada qu'on a mis en place, je crois que cette fois-ci, il n'y aura pas cette chasse aux sorcières dont on décrit souvent. Il faut laisser le temps à cette nouvelle action de s'installer. Il ne faut pas aller très vite en besogne à donner à l'action de Madame Diné de prospérer et de faire ses effets sur le terrain. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on pourra bien gérer l'action des marchés. Il y a pas mal un chapelet d'innovation
qui ont été... Des conflits entre les mairies d'arrondissement et la mairie de la ville. Tout est dans ce package-là. Notamment ce qui est du marché central. Voilà, tout est dans ce package-là. Il faut attendre que ce package-là fasse ses effets sur le terrain. D'accord. Je voudrais peut-être ajouter, Flavien, peut-être avec ta permission, qu'il faut dire que c'est une question fondamentale aujourd'hui à Douala. La question des marchés est une question fondamentale parce qu'aujourd'hui, les marchés de Douala ne sont pas seulement des marchés pour la ville de Douala, ce sont des marchés pour la sous-région et il faudrait bien évidemment mettre un accent là-dessus parce qu'aujourd'hui, quand vous parlez du marché Congo, du marché central et tout le reste, il faut reconnaître que ce sont des secteurs d'activité qui non seulement produisent, mais aussi produisent pour l'ensemble de la sous-région. Il est donc important de revenir là-dessus et d'appuyer l'action de Mme Maria Djogo qui permettrait très certainement d'avoir non seulement une meilleure... Elle n'aura pas la baguette magique, on sait bien que ça a toujours été une paire de manches. Non, il faut avoir l'espoir. Il faut toujours appuyer, il faut positiver pour permettre très certainement au secteur des marchés d'être plus efficace. Et pour terminer, comme il le dit, quand tu vas au marché Mbopi, tu retrouves les Centrafricains, tu retrouves les Équato-Guinéens, tu retrouves les Gabonais qui viennent faire leurs achats là-bas. Moi, je pense que si on organise très bien comme ça semble s'entrevoir là, moi, je pense que ce sera un bon pôle de valeur ajoutée au niveau de l'économie. Alors, puisqu'on parle d'économie, il y a le journal Entrepreneur qui s'intéresse à quelques magasins qui ont été d'ailleurs scellés à Douala pour inflation. On voit bien qu'il y a les matériaux aujourd'hui qui sont davantage chers alors que les prix ne sont pas respectés. Le ministère du Commerce est donc à la poursuite de en cabale contre ces différents responsables. Oui, il faut le dire et je tiens à saluer l'enquête qui a été faite sur le terrain. On a fait une enquête là-dessus pour permettre très certainement de comprendre ce qui s'est passé, ce qui se passe dans les matériaux de construction. C'est un travail de fond qui a été fait pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, on a remarqué qu'il y avait une augmentation des prix, notamment le fer de 6 qui est passé de 1100 francs à sensiblement 1500, mais davantage d'autres produits. Tous les produits ont nettement augmenté, mais plus encore, c'est le plâtre qui est grave parce que au niveau du plâtre, le prix qui était à 5000 francs est passé subitement à 18 000. Donc, sensiblement une augmentation de près de 250%, comme vous l'avez vu dans ce titre, et c'est ça qui est grave. Mais entre-temps, la grande interrogation, c'est celle de savoir le fait aujourd'hui, parce que certains donnent des arguments comme quoi c'est le Covid-19 qui l'a fait, mais nous savons aujourd'hui que Prometal, c'est un fabricant de fer au Cameroun. Nous avons Prometal, nous avons, sans publicité bien évidemment, nous avons Foko, mais malheureusement cette augmentation n'est pas connue dans d'autres produits comme le ciment et tout, et nous avons essayé de travailler là-dessus, et bien évidemment avec la collaboration du ministère du Commerce qui est descendu sur le terrain et qui a sévi à propos 2 entreprises qui ont été fermées, bien évidemment. Nous avons eu l'accompagnement et vous pouvez découvrir l'interview à l'intérieur de notre article. Vous allez découvrir dans ce dossier l'interview de l'inspecteur principal des prix et de la météorologie qui revient sur les actions qui sont menées par le ministère donc ces autorités étaient sans doute informées de ce qui s'est déroulé sur le terrain, mais maintenant il fallait attendre un moment propice pour saisir, pour notamment sévir, je voulais dire. Oui, il faut dire qu'au moment de crise sociopolitique, crise sanitaire, s'accompagne toujours des crises inflationnistes. Ça, généralement, c'est automatique. Il y a des commerçants véreux qui s'amusent, qui prennent le malin plaisir d'augmenter les prix parce que les populations sont le dos au mur. Et c'est là où doit intervenir le rôle régalien de l'État. L'État doit intervenir comme gardien. L'État doit intervenir comme gendarme. L'État doit remettre les prix à leur juste place. Et ça, c'est un cri. Parce que au moment où il y a une crise, où les populations sont confrontées à une crise, les commerçants véreux ne devaient pas ajouter à une crise sanitaire, par exemple, une crise inflationniste. Non, ce n'est pas excusable, ce n'est pas pardonnable. Donc, et comme il a dit, il est bienvenu que le ministre du Commerce intervienne. On l'a vu intervenir à Yaoundé, fermer les boutiques, fermer. Il faut qu'il intervienne. Parce que ça, c'est les prix de matériaux qui ont augmenté. C'est les matériaux de première nécessité aussi dans la construction. Moi, je pense que c'est un cri qu'il faut envoyer au niveau de l'État régalien, au niveau de l'État gendarme.
Voilà, donc c'est le grand dossier en tout cas proposé par le journal L'Entrepreneur qui a mené son enquête et qui s'est rendu compte donc de l'inflation sur le terrain et des entreprises, j'allais dire des sociétés et même des magasins qui ont été donc saisis et d'autres fermés. C'est ce que vous aurez à lire. Le journal est revenu également sur plusieurs points. Alors, Mutation de ce matin parle d'autre chose, parlant notamment de ce duel Covid avec Jean-Michel Nitche, le ministre de la Santé publique. On parle de ce député de la Nation, député SDF, qui estime que la gestion de la pandémie Covid-19 au Cameroun est marquée par des surfacturations, des collisions même et des conflits d'intérêts. Alors, il faut se réjouir de ce que le député Jean-Michel Nitche joue son rôle. Il joue son rôle de représentant de la population. Il joue son rôle de député. Il joue son rôle de contre-pouvoir. De savoir que lorsqu'une action est menée, il faut qu'il y ait des regards. Mais le journal nous rappelle quand même que vendredi, le ministre a tenu à lui répondre point par point. Oui, mais c'est de cela qu'il est question, je voulais y arriver. Si le député Nitche n'avait pas une sortie où il a décrié, il a passé au crible cette gestion, le ministre de la Santé ne serait pas sorti. Et je crois que c'est cette émulation-là dont on a besoin. Parce que face à cette dialectique-là, il va jaillir la vérité. On va comprendre la gestion au quotidien du Covid-19. Moi, je pense que c'est une action à saluer. Et c'est des actions qui devaient se multiplier au quotidien. Parce qu'on a en face de nous une crise sanitaire très grave. Et le gouvernement s'est engagé à un certain nombre d'actions qui ne sont pas toujours visibles sur le terrain. Il fallait donc qu'un représentant du peuple, un député de la nation, se lève pour décrier, pour passer au crible cette gestion qui commençait à être tatillonne. Plusieurs l'ont fait également à l'hémicycle aussi. Oui, mais là, c'est le député qui est sur la place publique. C'est lui qu'on voit sur la place publique. D'accord. Et c'est son action qu'on juge. On ne juge pas les actions des autres parce qu'on ne les a pas mis sur la place publique. Ça se passe aussi à l'Assemblée. Voilà. Il faut suivre les minutes de l'Assemblée nationale pour savoir qui intervient. C'est celui-là qui a été relayé par la presse. C'est ce que je dis. C'est l'action de Jean-Michel Nitche qui a été relayée par la presse. Et donc, c'est cette action-là que nous sommes en train, sur cette action-là que nous sommes en train de faire le commentaire, sans toutefois dénigrer les autres actions des autres ministres, des autres députés. Bon, moi, je pense que... Alors, y a-t-il un duel, selon le journal Mutation, duel entre le ministre de la Santé et l'honorable Jean-Michel Nitche? Après sa sortie, le ministre a tenu à lui répondre point par point. Oui, moi je ne parlerai pas de duel, Flavien. C'est le titre de Mutation. Oui, je ne parlerai pas de duel. Moi, c'est la façon de voir. Chacun est dans son action. Le parlementaire est là pour questionner l'action gouvernementale. Et je pense que ce que M. Nitche est en train de faire, c'est questionner l'action gouvernementale en matière de gestion du Covid-19. Nous sommes à la veille, vous le savez, le chef de l'État a déjà fait une circulaire, la circulaire qui vise à mettre en place le budget de l'État. Et dans le budget de l'État, les 4 000 milliards qui sont prévus pour 4 400 milliards qui sont prévus pour le budget de l'année 2021, il est prévu encore des sommes qui seront dépensées pour la gestion du Covid-19. Donc il faut bien questionner, il ne faut pas simplement se poser la question de savoir ou bien présenter des chiffres, 16 000 malades, 16 000 cas, mais il faut aussi présenter cette gestion qui a été faite, cette gestion financière qui est faite du Covid-19. Donc il faut bien que, moi je pense que l'action est salutaire et comme là c'est bien dit, peut-être bien évidemment les parlementaires en ont fait cas lors de la session, mais il faut y revenir. Le parlementaire a pour rôle, et le député ou bien de questionner l'action gouvernementale au quotidien, dans quelques secteurs que ce soit. Et aujourd'hui, si on doit parler d'un duel entre Manaouda et le ministre Manaouda et le député Nitche, c'est peut-être une façon de montrer simplement les actions de chacun dans son domaine. Et il faudrait bien évidemment qu'on ait une plus grande transparence dans la gestion de cette crise qui, au-delà d'être une crise sanitaire, est aussi une crise économique. Parce que ce sont les finances, c'est la gestion publique qui est concernée, et ce sont les finances des Camerounais qui entrent dans cette gestion. Nous, on se souvient encore qu'il y a certaines personnes, des propriétés d'hôtels qui se plaignent encore jusqu'à aujourd'hui que leurs factures n'ont pas été payées. S'il faut aller plus loin, leurs factures n'ont pas été payées alors alors que ces personnes ont mis au service de l'État leurs locaux qui aujourd'hui sont fermés, leurs structures qui aujourd'hui sont fermées mais ne rentrent pas en possession de leur argent. Donc il faut bien comprendre que c'est une question fondamentale qu'il faudrait relever. Ça veut dire
relever la question de la gestion financière du Covid au Cameroun. D'accord. Alors, c'est le journal Mutation qui est revenu sur cette question ce matin en parlant du duel Covid avec Malachi Manaouda, c'est le ministre et bien entendu l'honorable Jean-Michel Nutieux. Vous aurez l'occasion de lire tout cela en page 7 avec les réponses qui ont été données en tout cas à toutes les préoccupations du député. Et c'est à lire également dans la presse. Ce matin, le Messager parle donc de l'expropriation foncière, le scandale Marcel Niadji-Fendi. On voit bien qu'il n'y a pas que ce journal. D'autres tabloïds se sont intéressés également à ce qui se déroule dans le Ndé. Niadji-Fendi, selon le journal, qui utilise tous ses attributs pour s'accaparer les terres. Oui, ben, il faut le dire pour dénoncer. Hein. Il faut pas. On a coutume de voir ça et là des personnalités qui utilisent leur position de pouvoir pour exproprier. Non, mais moi je pense que c'est un cas d'école qu'il faut apprécier. Le chef qui s'est opposé et qui a remis le président du Sénat, le président, parce qu'il faut parler du président du Sénat, le président du Sénat à sa juste place. Moi je pense qu'il faut apprécier cela à sa juste valeur, parce qu'il y a des gens qui ici, il ne s'agit pas seulement de baganter. Bien ailleurs, il y a des cas comme ça, où parce qu'on est une élite, parce qu'on est membre du comité central, parce qu'on est ministre, parce qu'on est député, on use de cette position du pouvoir pour marcher sur les populations. Parfois même, on va jusqu'à arracher la fonction de chef traditionnel pour se placer parce qu'on a une position de pouvoir. Moi, je pense que des actions comme ça, ce cas d'école doit être comme un miroir pour les autres localités, pour dire que non, il faut que chacun soit à sa place. Ce n'est pas parce qu'on est président du Sénat que toutes les terres de son village lui appartiennent. Non. D'accord. Alors, le Messager a proposé tout un reportage, a produit un reportage sur cette question avec les réactions du roi et bien sûr des populations, des victimes, beaucoup plus, qui estiment que non, trop c'est trop. Oui, je voudrais saluer Jean-François Chanon, le directeur de publication de Le Messager, qui est revenu sur ce cas. Et comme on l'a si bien dit ici sur ce plateau, c'est un cas d'école. C'est un cas d'école et c'est récurrent, on peut le dire à tous les niveaux. Et je pense que ça devrait être non pas seulement pour le monsieur Niad qui est concerné, le président, mais aussi pour tout l'ensemble de ces élites-là qui cherchent à piétiner les uns et les autres et s'accaparer des terres. C'est une question très importante qu'il vient relever ici. Et je pense qu'il faudrait pousser le débat plus loin et aller bien plus et regarder qui sont les tenants et les aboutissants de ce type de situation. Alors moi, je dois simplement dire que c'est un cas d'école. Il faut simplement travailler là-dessus et permettre très certainement à chacun de revenir dans ses droits. Merci Brice Ngolzok, journaliste économique. Merci d'être venu sur ce plateau. À vous également, Biana Batana, d'être venu aussi. Les lecteurs vont découvrir ce que la presse propose ce premier jour de la semaine. Il faut simplement aller en kiosque. Bonne journée, à demain, 9h20. Bon, c'était court, hein.